Elle me regarde à nouveau et tu es viré. Ces 5 mots auraient dû faire détourner le regard d'Emma Hart. Mais figée dans le couloir d'un hôtel, un balai à la main, Emma a fait un choix qui allait soit sauver sa nièce mourante, soit les détruire toutes les deux. Car ce que le PDG ignorait, c'est que cette femme de ménage invisible venait d'être témoin d'un crime. Non pas en écoutant nos portes, mais en lisant sur les lèvres d'un homme qui prévoyait de voler des millions, un homme assez puissant pour faire disparaître des gens. Et maintenant, il avait vu son visage. C'est ce qui arrive quand la personne que tout le monde ignore devient le seul témoin d'un crime. Quand parler signifie sauver une entreprise, mais se taire signifie sauver la seule personne qu'il lui reste à aimer. 24 heures plus tôt, Emma Hart n'était personne. Elle n'était qu'un visage parmi d'autres, parmi les employés de service de l'Horizon Lakeview Hotel, ce palais scintillant au bord de l'eau où les millionnaires concluaient des affaires autour d'un petit déjeuner. Elle y travaillait depuis 2 ans. 2 ans à nettoyer des toilettes, 2 ans à se faire hurler dessus, 2 ans à devenir si invisible que les clients changeaient de vêtements juste devant elle. À 28 ans, cette jeune fille timide avait perfectionné l'art de disparaître. Les yeux baissés, la voix à peine audible, s'excusant d'exister. Blair Morgan, le directeur de l'hôtel, veillait à ce qu'Emma n'oublie jamais sa place. Tu es remplaçable. Il y a des centaines de filles comme toi qui attendent ton poste. Emma savait que c'était vrai, alors elle restait silencieuse, discrète, effrayée. Mais elle avait une raison vieille de 6 ans qui s'appelait May. Ce matin-là, avant l'aube, Emma était restée debout à regarder May dormir. La poitrine de la petite fille se soulevait et s'abaissait trop vite, trop superficiellement, travaillant trop fort. Maladie cardiaque congénitale, opération nécessaire, coût 47 000 après remboursement de l'assurance. Emma gagnait 28 000 par an. Le calcul était impossible. May se réveilla et chercha le visage d'Emma du regard. Tante Emma, tu as dormi? Bien sûr, ma chérie. Le mensonge lui venait facilement désormais. Menteuse. May sourit, ce sourire déchirant que les enfants arborent lorsqu'ils essaient d'être courageux. Je t'ai encore entendu pleurer. Emma s'agenouilla à côté du lit et prit la petite main de May. Je ne suis pas triste, ma chérie. Je pense juste à l'argent, à la chance que j'ai de t'avoir. Emma murmura en embrassant son front. Maintenant, rendors-toi. L'hôtel où la méchante dame te crie dessus. Elle n'est pas méchante. Elle est juste stressée, un autre mensonge. Mais Emma était devenue experte dans l'art de se mentir à elle-même, de prétendre qu'il était acceptable d'être traitée comme de la merde. Elle ne savait pas que dans moins de 12 heures, l'invisibilité deviendrait sa plus grande arme. Que la technique qu'elle avait apprise pour aider May à lire sur les lèvres dans les films muets qu'elle regardait ensemble allait révéler une conspiration qui touchait les plus hautes sphères du pouvoir. Elle ne savait pas que tout son monde était sur le point d'exploser. Tout a commencé avec une porte qui ne fermait pas. Suite 1007, 12e étage, couloir VIP. Un endroit où Emma avait été avertie de ne jamais s'attarder, mais la porte était ouverte de quelques centimètres, une charnière cassée. Emma poussa son chariot devant elle. Elle aurait dû continuer à marcher, mais quelque chose la poussa à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Thomas Reed, le directeur financier de l'entreprise, était assis à son bureau, dos à la porte, parlant dans son ordinateur portable. Un appel vidéo, privé, confidentiel. Emma ne pouvait pas l'entendre à travers la porte épaisse, mais elle pouvait voir son reflet dans la fenêtre. Elle pouvait voir ses lèvres bouger. Et après 2 ans passés à lire sur les lèvres de May, elle comprit chaque mot. Ce soir, poubelle technique du 12e étage. Transfère le montant exact. Personne ne le saura. Les mains d'Emma s'engourdirent. Son chariot s'arrêta de bouger. Et à ce moment précis, à ce terrible moment, Thomas Reed se retourna. Leurs regards se croisèrent à travers l'interstice de la porte. Son visage devint froid, calculateur, dangereux. Le cœur d'Emma s'arrêta de battre. Elle venait d'être témoin de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et l'homme le plus puissant du bâtiment le savait. Que se passe-t-il quand une personne qui n'a rien à perdre découvre accidentellement que ceux qui ont tout sont prêts à tuer pour garder leur secret? Restez avec moi, car Emma est sur le point de découvrir que parfois, la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire est simplement de survivre. Emma resta figée, son chariot bloquant le couloir.
Les mots qu'elle avait lus sur les lèvres de Thomas Reed tournaient dans son esprit comme des avertissements qu'elle ne pouvait décoder. Déchet technique. Tiré. Transféré. Quoi? La voix d'Emma Blair fendit l'air. Emma se retourna brusquement, manquant de laisser tomber ses draps. Blair se précipita vers elle, ses talons claquant sur le marbre. Pourquoi restes-tu planté là à regarder dans le vide? Les chambres VIP ne se nettoient pas toutes seules. Je suis désolé, Blair poussa le chariot d'Emma avec suffisamment de force pour qu'il heurte le cadre de la porte de la chambre 1207. Le bruit résonna dans la tête de Thomas Reed, qui se retourna brusquement dans sa direction. Pendant un terrible instant, son regard croisa celui d'Emma. Son regard était glacial, calculateur, menaçant. Blair attrapa le bras d'Emma et l'éloigna en sifflant. Encore en train de fouiner. Tu sais ce qui arrive aux gens qui ne savent pas s'occuper de leurs affaires? Le cœur d'Emma battait à tout rompre. Je ne voulais pas dire « fais ton travail et reste invisible ». C'est ce que tu sais faire, n'est-ce pas? Emma acquiesça rapidement, les yeux piqués. Blair la lâcha et s'éloigna, laissant Emma seule avec ses pensées qui s'embalayaient et le regard froid de Thomas Reed gravé dans sa mémoire. Elle poussa son chariot vers l'avant, essayant de calmer sa respiration. Ce n'était rien. Elle n'avait rien vu. Et même si c'était le cas, qui croirait une femme de ménage, elle n'était personne. Mais le malaise ne la quittait pas. Ce soir-là, Emma se précipita à l'hôpital où May passait un autre examen. L'aile pédiatrique sentait l'antiseptique et l'espoir désespéré. Emma trouva May assise sur une table d'examen, en train de discuter avec une infirmière des personnages de dessins animés. Tante Emma. Le visage de May s'illumina. Emma la serra dans ses bras, respirant le parfum de son shampoing à la fraise et sa confiance innocente. « Comment te sens-tu, ma chérie? »« Je vais bien. » La voix de May était enjouée, mais Emma remarqua les cernes sous ses yeux, sa petite poitrine qui travaillait plus fort à chaque respiration. Le médecin fit signe à Emma de le suivre dans le couloir. Ses mots étaient doux, mais ils la frappèrent comme des pierres. L'opération ne pouvait plus attendre. Le cœur de May s'affaiblissait. Il devait programmer l'opération dans un délai maximum de 3 mois. « Je comprends, » murmura Emma, même si elle n'avait aucune idée de la manière dont elle allait réunir l'argent à temps. De retour dans la salle d'examen, May leva les yeux, le regard sage. « Tante Emma, si je n'étais plus là, est-ce que tu irais bien? » Le cœur d'Emma se brisa. Elle s'agenouilla et prit le visage de May entre ses mains. « May Elizabeth Hart ne dit jamais cela. Je n'ai peur que d'une seule chose au monde. Te perdre. Rien d'autre n'a d'importance. Tu m'entends? » May acquiesça et Emma la serra fort dans ses bras, en silence, répétant la même promesse. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai, quel qu'en soit le prix. » Elles retournèrent dans leur petit appartement, alors que le coucher de soleil teintait la ville d'or. Emma aida May à enfiler son pyjama et l'installa dans son lit pour leur rituel nocturne, un chapitre de leur livre préféré. Ce soir-là, May s'endormit avant qu'Emma n'ait fini la 2e page. Emma resta longtemps assise à côté d'elle, observant le doux mouvement de sa respiration, comptant chaque souffle comme une prière. Le lendemain matin, Emma arriva à l'hôtel avant l'aube. L'étage VIP était silencieux, baigné d'une lumière douce qui filtrait à travers les fenêtres donnant sur le lac. Elle était en train de réapprovisionner le placard à fournitures lorsque Blair apparut. « Emma, j'ai besoin que tu t'occupes de la salle de conférence exécutive aujourd'hui. Nous manquons de personnel. » Emma sentit son estomac se nouer. « Mais je n'ai pas été formée pour cela. Verser de l'eau et rester silencieuse. Même vous pouvez y arriver. » Le sourire de Blair était venimeux. « Monsieur Adrian Cole en personne sera présent à la réunion des PDG. Alors, ne me faites pas honte. Ne parlez pas à moins qu'on ne s'adresse directement à vous. Ne regardez personne dans les yeux. Et ne touchez rien que vous ne devriez pas toucher. Oui, madame. Oh, et Emma. » Blair se pencha vers elle. « J'ai examiné les dossiers des employés. Je trouve fascinant que votre assurance maladie couvre une enfant de 6 ans nommée May Hart. Votre nièce, je suppose. Celle qui souffre d'une maladie cardiaque coûteuse. » Emma sentit son sang se glacer. Le murmure de Blair se transforma en menace. « Il serait regrettable qu'il arrive quelque chose à votre statut professionnel. L'assurance sera résiliée le jour où votre licenciement sera effectif. Juste quelque chose à retenir. » Elle s'éloigna, laissant Emma tremblante, la menace pesant lourdement dans l'air.
Blair tenait désormais la vie de May en otage, et Emma était piégée dans un silence qui pouvait tout détruire. Adrian Cole arriva à 9 heures précises, et Emma comprit immédiatement pourquoi les gens le craignaient et le respectaient à la fois. Il traversa les halls comme l'hiver lui-même, élégant, précis, totalement inaccessible. Grand et aux traits anguleux, avec des yeux qui calculaient la valeur de tout ce qu'il touchait, il dégageait une puissance qui poussait les gens à s'écarter sans qu'il ait besoin de le leur demander. Emma le regarda depuis le couloir de service alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur réservé aux cadres, son assistant peinant à le suivre. Adrien ne souriait pas, ne saluait personne. Il existait simplement dans un espace séparé des gens ordinaires, intouchable et seul. 20 minutes plus tard, Emma se tenait au fond de la salle de conférence des cadres, les mains désespérément jointes, essayant de devenir invisible. Thomas Reed était assis à la droite d'Adrienne, confiant et calme. 3 autres cadres occupaient la table, ainsi que 2 spécialistes en informatique appelés pour discuter de la sécurité du système. La mission d'Emma était simple, garder les verres remplis et rester invisible. Elle était en train de remplir le verre d'Adrienne lorsqu'il prit la parole sans lever les yeux. « Vous bloquez mon écran. » Emma sursauta comme si elle s'était brûlée. « Je suis désolé. » Blair, qui se tenait près de la porte, intervint aussitôt. « Toutes mes excuses, M. Cole. Elle est un peu maladroite. Je m'occuperai moi-même des rafraîchissements. » Adrienne ne dit rien. Son attention était déjà revenue à la présentation, mais Emma sentit le regard de Blair posé sur elle alors qu'elle se retirait vers le mur, le visage en feu. La réunion se poursuivit. La voix d'Adrienne résonnait dans la pièce avec une précision chirurgicale, tandis qu'il questionnait chaque détail, chaque chiffre, chaque hypothèse. Lorsqu'il posait une question, les gens se précipitaient pour répondre. Lorsqu'il identifiait une erreur, les visages pâlissaient. « Je veux que les registres d'accès à l'étage technologique soient envoyés à mon bureau tous les soirs, » déclara Adrien. « Chaque entrée, chaque sortie, chaque passage de carte magnétique à partir de ce soir. » Thomas Reed bougea de manière presque imperceptible. Cela semble excessif. L'étage technique dispose déjà d'une sécurité robuste, alors les journaux devraient être faciles à fournir. Le regard d'Adrienne croisa celui de Thomas. « À moins que vous ayez une raison de préférer que je ne les examine pas. » « Bien sûr que non. Je vous les ferai envoyer directement. » « Excellent. » Au fur et à mesure que la réunion avançait, Emma se tenait contre le mur, essayant de se rendre invisible. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'observer. Et lorsque l'écran de l'ordinateur portable de Thomas Reed s'illumina avec une notification de prévisualisation, où elle remarqua ce que personne d'autre ne vit, son geste immédiat pour le couvrir, et la fraction de seconde avant qu'il n'y parvienne, lorsque ses lèvres formèrent des mots murmurés. 20H, 12e étage. Vide ordure. C'est fait. Emma sentit tout son corps se glacer. La même phrase, le même plan. Ce n'était pas un malentendu. Ce que Thomas Reed avait prévu était réel et allait se produire ce soir. Ses mains se mirent à trembler. Elle les serra l'une contre l'autre, mais trop tard, Blair l'avait remarqué. Le directeur plissa les yeux, suivant le regard d'Emma vers l'ordinateur portable de Thomas, puis revenant vers le visage d'Emma. La réunion se termina 30 minutes plus tard. Alors que les cadres sortaient, Blair saisit Emma par le coude et l'entraîna dans le couloir. « Qu'est-ce que tu as vu? »« Rien. Je n'ai rien vu. » Blair l'entraîna dans une réserve vide et ferma la porte. La petite pièce sentait l'eau de Javel et la lavande. Le visage de Blair flottait à quelques centimètres de celui d'Emma. « Ne me mens pas. Tu fixais l'ordinateur de M. Reed comme si tu avais été témoin de quelque chose de terrible. Qu'y avait-il sur cet écran? » « Je ne sais pas de quoi tu parles. J'écoutais très attentivement, Emma. » Le sourire de Blair devint méchant. « Je sais tout sur May. Je sais qu'elle a désespérément besoin d'une opération. Je sais que sans ton travail, tu perds ton assurance, et sans assurance, tu perds ta nièce. Alors, je te repose la question. Qu'as-tu vu? » La vue d'Emma se brouilla sous l'effet des larmes. « J'ai cru voir quelque chose, mais je me suis trompé. Je ne sais rien. » C'est exact. Tu ne sais rien parce que tu n'es qu'une femme de ménage. Tu nettoies les chambres et tu te tais. C'est ta seule raison d'être ici. Blair se pencha vers elle. Si tu crées des problèmes, si tu causes des ennuis à des personnes importantes comme Emma Reed, tu perdras tout. Tu comprends? Emma acquiesça,
les larmes coulant sur ses joues. Dis-le. Je comprends. Bien. Blair la relâcha et lissa son blazer, son expression redevenant professionnelle et aimable. Maintenant, retourne travailler. Et Emma, cette conversation n'a jamais eu lieu. Emma sortit en titubant de la réserve, les jambes lui portant la peine. Elle parvint jusqu'aux toilettes du personnel avant que les sanglots ne la submergent. Elle appuya ses mains contre le lavabo, fixant son reflet, les yeux rougis, vaincue, impuissante. Le visage de May lui revint à l'esprit. Ce sourire courageux, ses yeux confiants. Que pourrait-elle faire si elle rapportait ce dont elle avait été témoin? Blair la licencierait. Si elle perdait son emploi, May perdrait sa chance de se faire opérer. Mais si quelque chose de terrible se passait et qu'Emma restait silencieuse, la porte des toilettes s'ouvrit. Un monsieur âgé entra, puis s'arrêta, réalisant son erreur. « Oh, pardonnez-moi, dit-il chaleureusement, ces portes se ressemblent toutes. »« Ce n'est pas grave, répondit Emma faiblement. Mais l'homme ne partit pas immédiatement. Il l'observa avec des yeux bienveillants et compréhensifs. Il avait quelque chose de familier. Elle l'avait déjà vu dans le hall, toujours en train de lire près de la fenêtre. « Vous avez eu une journée difficile? » demanda-t-il gentiment. Emma secoua la tête. « Je vais bien, merci. »« Vous savez, dit-il pensivement, j'ai dirigé un hôpital pendant 40 ans. J'ai vu beaucoup de gens porter seuls de lourds fardeaux. Ceux qui souffraient le plus n'étaient pas ceux qui devaient faire des choix difficiles. » C'était une celle qui croyait n'avoir aucun choix. Emma leva les yeux, surprise. Il sourit. Les personnes gentilles sont souvent ignorées jusqu'au moment où elles deviennent les seules à pouvoir sauver la situation. Il inclina respectueusement la tête et partit, laissant Emma seule avec ses paroles qui résonnaient dans le silence. Emma avait été témoin de quelque chose de dangereux. Mais parler signifiait perdre May, et rester silencieuse pouvait signifier se perdre elle-même. Ce soir-là, Emma aurait dû rentrer chez elle auprès de May. Mais Blair lui avait ordonné de travailler de nuit, une punition déguisée en politique. Emma avait appelé leur voisine, Madame Chen, qui avait accepté de surveiller May. « Je n'arrête pas de te demander. » Madame Chen avait dit, « Dis-lui que je l'aime, dis-lui que j'arrive bientôt. » Il était maintenant 19h30 et Emma poussait son chariot dans le couloir du 12e étage, réapprovisionnant les serviettes. Elle tourna au coin et retint son souffle. Thomas Reed se tenait au bout du couloir, sa carte magnétique suspendue près de la porte marquée « Stockage technologique, personnel autorisé uniquement ». Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et passa sa carte. La porte s'ouvrit. Il disparut à l'intérieur. 20 heures, poubelle technologique du 12e étage. Ça se passait maintenant. La main d'Emma tremblait lorsqu'elle sortit son téléphone. Elle activa la caméra vidéo en la tenant basse et s'approcha de la porte de la salle technique. À travers la petite fenêtre, elle vit Thomas debout près d'un grand vide-ordures, en train de taper sur son téléphone. Des pas résonnèrent. Emma se cacha derrière son chariot lorsque Blair Morgan apparut. Le directeur frappa 2 fois. Thomas ouvrit la porte. « Tu es en retard. J'ai dû rediriger les rondes de sécurité. » Blair entra, mais la porte ne se referma pas complètement, laissant un espace de 5 centimètres. Emma ne pouvait pas entendre leur voix, mais elle pouvait les voir et lire chaque mot. Thomas tendit une enveloppe épaisse à Blair. « Voici le premier paiement. Efface complètement les journaux d'accès de ce soir. Fais comme si c'était une maintenance de routine. » Blair ouvrit l'enveloppe. « C'est plus que ce dont nous avions convenu. Considérez cela comme une assurance. Si cela échoue, nous en subirons tous les deux les conséquences. » Et la femme de ménage, Emma? Elle agit bizarrement. Emma sentit son sang se glacer. L'expression de Thomas se durcit. « Alors, occupez-vous d'elle. Elle n'est personne. Si elle devient gênante, faites-la disparaître. Virez-la. Discréditez-la. Elle ne dira rien. Assurez-vous-en. » Emma continua à enregistrer. Chaque mot, chaque geste. Le transfert aura lieu à 8h15. Thomas poursuivit. « Je serai dans mon bureau avec un alibi parfait et une vidéoconférence avec Tokyo. Le temps que quelqu'un vérifie les registres, tu les auras effacés. Et Cole, Adrien est paranoïaque, mais il ne sait pas tout. Le temps qu'il se rende compte que l'argent a été transféré, je serai aux îles Caïmans. » Blair sourit froidement. « Je m'occuperai de tout. Tu ferais mieux, car si tu échoues, j'ai aussi des dossiers sur toi. Les pauses de vin aux fournisseurs, les rapports falsifiés. » Thomas regarda sa montre. « 8h10. Je dois être dans mon bureau dans 5 minutes. »
Il se dirigea vers la porte et Emma réalisa qu'elle n'avait nulle part où se cacher. Mais juste au moment où Thomas tendait la main vers la poignée, une autre voix retentit dans le couloir. « Excusez-moi. »« Bonjour. » May apparut au coin du couloir, sa petite main tenue par M. Howard Wells. May et Emma respira. Thomas et Blair sortirent de la salle technique. Emma se plaqua contre le mur, le téléphone toujours en marche. May se libéra et courut vers Emma. « Tante Emma, dit Madame Chen, vous deviez travailler tard, mais j'avais peur que vous oubliez de manger. Alors M. Howard a dit que nous pouvions vous apporter à dîner. » La petite fille brandit un sac en papier. Thomas et Blair restèrent figés. M. Howard s'approcha lentement. « Je vous présente mes excuses. La réception m'a dit qu'Emma Hart travaillait à cet étage. » Son regard se posa délibérément sur Blair, puis sur Thomas, puis sur la porte encore ouverte. Blair rougit. « L'accès à cet étage est interdit après les heures de travail. Vous devez partir immédiatement. » « Bien sûr. » M. Howard prit la main de May, mais son regard croisa celui d'Emma en signe de reconnaissance. Puis une autre voix vint rompre la tension. « Que se passe-t-il ici? » Tout le monde se retourna. Adrian Cole se tenait près des ascenseurs. Derrière lui, 2 agents de sécurité attendaient. Le regard d'Adrien passa d'une personne à l'autre avant de s'arrêter sur Emma et son téléphone. « Monsieur Cole, dit Thomas d'un ton suave, je vérifiais juste quelques problèmes de maintenance à 20h alors que vous étiez censé être en vidéoconférence avec Tokyo. » Adrien s'approcha. « Je surveille les registres d'accès en temps réel. Votre carte d'accès a été utilisée dans cette pièce il y a 7 minutes. Aucune maintenance n'était prévue. » Il se tourna vers Blair. « Et vous ne faites pas partie du personnel informatique, alors je vous demande à nouveau ce qui se passe ici. » Blair désigna Emma. « C'est elle qui nous a piégés. Emma m'a dit qu'elle avait vu M. Reed faire quelque chose de suspect. Elle nous cause des problèmes. C'est un mensonge. » Emma s'avança, brandissant son téléphone. « J'ai des preuves. J'ai tout enregistré. » Adrienne a traversé la pièce. « Montre-moi. » Emma a lancé la vidéo. Les voix de Thomas et Blair ont résonné dans le couloir. « Efface complètement les journaux d'accès de ce soir. Si elle devient gênante, fais-la disparaître. » Adrienne s'est tournée vers les agences de sécurité. « Retenez-les tous les deux. Appelez la police. » Thomas se précipita vers l'ascenseur, mais les agents lui bloquèrent le passage. Blair tenta de s'enfuir, mais M. Howard lui barra la route. « Vous ne comprenez pas, dit Thomas. Je peux vous expliquer. Gardez ça pour la police. » Blair se tourna vers Emma, le visage déformé par la rage. « Espèce d'idiote, tu viens de te détruire. Tu n'es rien, personne, ça suffit. » La voix d'Adrienne retentit. « Sécurité, emmenez-la. » Alors que les agents emmenaient Blair et Thomas, Adrienne se tourna vers Emma. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Pas à travers elle, mais vers elle. « Depuis combien de temps le savais-tu? » demanda-t-il doucement. « 2 jours, j'ai vu. J'ai lu sur leurs lèvres. Des larmes coulaient sur ses joues. J'étais terrifié. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. » May tira sur la manche d'Adrienne. « Ma tante ne sait pas mentir. C'est la personne la plus honnête au monde. » Adrienne s'accroupit pour se mettre à la hauteur de May. « Comment t'appelles-tu? »« P. Elizabeth Hart. J'ai 6 ans et 3/4. Eh bien, Miss Elizabeth Hart, ta tante, est incroyablement courageuse. Le savais-tu? » May acquiesça. « C'est mon héroïne. Elle prend soin de moi-même quand elle a peur. » Adrienne leva à nouveau les yeux vers Emma. « Tu as sauvé cette entreprise. Tu as empêché quelque chose qui aurait coûté des millions. Et tu l'as fait même si tu étais terrifié. » Emma était enfin considérée non pas comme invisible, mais comme irremplaçable. La police arriva dans les 15 minutes. Emma regarda depuis le salon exécutif les agents emmener Thomas Reed et Blair Morgan menottés. Blair continuait de crier à propos d'avocats et de malentendus. Thomas restait silencieux, le visage figé dans une expression de rage froide. May était assise à côté d'Emma et mangeait le dîner qu'elle avait apporté. « Tante Emma, pourquoi ces gens étaient-ils si méchants? » « Parce qu'ils ont oublié quelque chose d'important, ma chérie. »« Quoi? » »« Que la gentillesse est toujours plus forte que la puissance. » Monsieur Howard s'installa dans un fauteuil en face d'elle, un doux sourire sur son visage buriné, des paroles pleines de sagesse. « Tu serais surprise de savoir combien de personnes passent leur vie entière à apprendre cette leçon trop tard. » Adrienne apparut dans l'embrasure de la porte, la cravate défaite, les yeux cernés de fatigue.
Il avait passé 20 minutes au téléphone avec la police, le conseil d'administration et son avocat. Il regarda Emma avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. On peut parler? Demanda-t-il à voix basse. Le cœur d'Emma se serra. Ça y était. Le moment où il allait lui dire que, malgré tout, elle n'était qu'une femme de ménage qui avait dépassé les bornes. Restez avec moi, dit chaleureusement M. Howard. Nous allons terminer cet excellent dîner et débattre des nuggets de poulet contre les macaronis au fromage. May gloussa et alla s'asseoir à côté de lui. Emma suivit Adrien jusqu'à son bureau au dernier étage. L'espace était immaculé, avec des baies vitrées donnant sur la ville, un bureau qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel d'Emma, et des murs tapissés de récompenses et de succès professionnels. Adrien lui indiqua une chaise. Emma s'assit, les mains jointes, et attendit. « Je te dois des excuses, dit Adrien. Emma cligna des yeux. Quoi? J'avais tort. Il s'assit en face d'elle et pour la première fois, il avait de l'air humain, fatigué, incertain. J'ai passé des années à mettre en place des systèmes, à créer des protocoles, à engager des agents de sécurité coûteux, et tout cela n'a servi à rien. Thomas Reed aurait volé des millions si vous ne l'aviez pas arrêté. Pas mon équipe informatique, pas mes agences de sécurité. Vous. J'ai juste vu quelque chose qui ne me semblait pas normal. Vous avez vu plus que cela. Vous avez vu la vérité alors que tout le monde, y compris moi, détournait le regard. Il fit une pause. Blair vous a menacé. Elle a menacé votre emploi, l'assurance de votre nièce. Emma baissa les yeux. Elle savait que je ne pouvais pas risquer de perdre mon emploi. Elle pourrait avoir besoin d'une opération. L'assurance couvre la majeure partie des frais, mais même le reste coûte plus que ce que je gagne en un an. Je ne pouvais pas. Sa voix se brisa. Je ne pouvais pas la perdre. Vous ne la perdrez pas. La voix d'Adrienne était ferme. La société prendra en charge l'opération de May. Dans son intégralité. C'est le moins que nous puissions faire. Emma releva brusquement la tête. Vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. Je le veux. Il se pencha en avant. Emma, je dirige cette entreprise depuis 8 ans. Je pensais savoir lire dans les pensées des gens, mais je me suis trompé à votre sujet. Je vous regardais et je ne voyais rien. Je ne voyais pas votre courage, votre loyauté, votre incroyable capacité à remarquer ce que tout le monde manquait. Des larmes coulaient sur le visage d'Emma. Vous ne pouviez pas le savoir. J'aurais dû. Adrienne serra les mâchoires. Quand Blair vous a traité de maladroite, je n'ai rien dit. Quand elle vous a renvoyé, je ne l'ai pas remise en question. Je l'ai laissé vous traiter comme si vous étiez invisible parce que c'était plus facile que de vous prêter attention. C'est mon échec, pas le vôtre. Monsieur Cole, Adrien, je vous en prie. Emma s'essuya les yeux. Adrien, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, mais j'ai une question. Cette capacité que tu as à lire sur les lèvres, où l'as-tu apprise? Un petit sourire traversa le visage d'Emma, en regardant des films avec May. Elle adore les histoires, mais parfois, les dialogues vont trop vite quand elle est fatiguée. J'ai donc appris à lire sur les lèvres et à lui raconter ce que disaient les personnages. C'est devenu un jeu, un moyen de la faire sourire. Adrienne resta silencieux pendant un long moment. Quand il prit la parole, sa voix était plus douce. Mon frère est mort quand j'avais 25 ans. Une erreur médicale, un mauvais dosage. Il avait 12 ans. Emma retint son souffle. J'ai passé les 10 dernières années à essayer de tout contrôler, car je croyais que si je gardais le contrôle, je ne perdrais plus jamais personne. Mais le contrôle est une illusion. Ce soir en est la preuve. Il croisa son regard. On ne peut pas contrôler ce qui compte. On ne peut que le protéger, comme tu protèges May. Je ferai n'importe quoi pour elle, murmura Emma. Je sais, je le vois maintenant. Ils restèrent assis en silence. Deux personnes qui avaient vécu leur vie en portant un fardeau impossible à supporter, reconnaissant enfin ce poids. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Emma. Ai-je toujours un emploi? Adrienne esquissa un sourire. Emma, tu viens de sauver cette entreprise d'un vol de plusieurs millions de dollars. Tu as dénoncé la corruption au plus haut niveau. Il fit une pause. Si tu veux continuer à être femme de ménage, c'est ton choix. Mais j'aimerais te proposer autre chose. Quoi? Un poste dans notre service de sécurité et de conformité. De meilleurs horaires, un meilleur salaire et tes compétences uniques seraient réellement valorisées. Tu travaillerais avec notre équipe pour empêcher que ce genre de corruption ne se reproduise.
Emma le fixa, incapable d'assimiler ses paroles. Vous n'avez pas à répondre tout de suite, continua Adrienne. Prenez le temps d'y réfléchir. Parlez-en à May, mais sachez que cette entreprise vous voit tel que vous êtes vraiment et que nous ne vous laisserons pas disparaître à nouveau. Les larmes d'Emma coulaient librement, mais c'étaient des larmes différentes. Elles ne provenaient pas de la peur ou du chagrin, mais d'un sentiment qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Merci, murmura-t-elle. Merci de me croire. Merci d'avoir eu le courage de parler, même si cela vous terrifiait. Pour la première fois de sa vie, Emma n'était pas invisible. Elle était précieuse. Une semaine plus tard, Emma se tenait dans l'aile pédiatrique de l'hôpital Saint. Catherine, regardant à travers la vitre d'observation, May dormir paisiblement dans son lit après l'opération. L'opération avait été un succès. Le médecin avait dit que son cœur était désormais solide, qu'elle mènerait une vie normale et en bonne santé. Emma appuya sa main contre la vitre, les larmes coulant sur ses joues, des larmes de soulagement, de gratitude, d'amour si intense qu'elle avait du mal à respirer. C'est une battante. Monsieur Howard apparut à ses côtés, tout comme sa tante. Je n'arrive pas à y croire, murmura Emma. Qu'elle va s'en sortir. C'est réel parce que tu l'as rendu réel. Tu as affronté ta peur et tu as fait ce qu'il fallait, même si le prix à payer semblait insupportable. Il sourit. C'est la définition du courage, non pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Emma avait appris que M. Howard était plus qu'un vieil homme aimable qui lisait dans les halls d'hôtel. Il avait été directeur de cet hôpital pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Il était là la nuit où le jeune frère d'Adrienne est mort. Adrienne m'a dit que vous étiez avec lui cette nuit-là, dit Emma doucement. M. Howard acquiesça. La pire nuit de la vie de ce jeune homme. Il s'en voulait. Il pensait que s'il avait été plus prudent, plus vigilant, il aurait pu empêcher cela. Je l'ai vu porter ce poids pendant une décennie, s'en servant comme d'une armure pour se protéger du monde. Il semble différent maintenant, plus doux, parce que vous lui avez montré quelque chose qu'il avait oublié. Que parfois, ceux qui nous sauvent ne sont pas ceux qui ont le pouvoir ou le contrôle. Ce sont celles qui ont du courage et de la compassion. M. Howard se tourna vers Emma. Vous avez sauvé plus qu'une entreprise. Vous avez sauvé un homme qui avait perdu toute confiance en autrui. Une infirmière s'approcha. Elle se réveille. Vous pouvez entrer maintenant. Emma se précipita dans la chambre alors que May ouvrait les yeux. La petite fille lui adressa ce magnifique sourire spontané qui fit fondre le cœur d'Emma. Tante Emma, tu es là. Je suis toujours là, ma chérie. Toujours. May lui prit la main. Les médecins ont réparé mon cœur? Oui. Tu vas être forte et en bonne santé. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'être triste? Emma rit à travers ses larmes. Je n'ai jamais été triste, ma chérie. J'avais juste peur. Mais je n'ai plus peur maintenant. La porte s'ouvrit. Adrienne se tenait dans l'embrasure, tenant une licorne en peluche presque aussi grande que May. « C'est le bon moment ?» demanda-t-il avec hésitation. Le visage de May s'illumina. « Monsieur Adrien, vous êtes venu ?» Adrien entra, soudainement mal à l'aise. Il tendit la licorne à May. « J'ai entendu dire que tu aimais les créatures magiques. Je les adore. » May serra le jouet dans ses bras, puis regarda Adrien avec sérieux. « Merci d'avoir aidé ma tante. Elle pleure moins maintenant. » L'expression d'Adrienne s'adoucit. « Votre tante est l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Elle n'a pas besoin de mon aide, mais je suis honoré d'être son ami. » Il regarda Emma et quelque chose passa entre eux, une connexion de compréhension, le début de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer. « Il y a un parc en face de votre appartement, » dit Adrienne doucement. « J'ai entendu dire qu'il y avait de bonnes balançoires. Peut-être que lorsque May se sentira mieux, nous pourrions y aller tous les trois si vous le souhaitez. » Le cœur d'Emma fit un bond. « Tu veux passer du temps avec nous? J'aimerais passer du temps avec des gens qui me rappellent ce qui compte vraiment, si cela ne te dérange pas. » May serra la main d'Emma. « Dis oui, tante Emma, s'il te plaît. » Emma regarda Adrienne. Elle le regarda vraiment, non pas comme le PDG inaccessible, mais comme un homme qui avait érigé des murs autour de son cœur et qui avait finalement trouvé le courage de laisser quelqu'un entrer. « J'aimerais beaucoup, » murmura-t-elle. Adrien sourit, un sourire sincère qui transforma son visage. « Alors c'est d'accord. Enfin, pas vraiment d'accord. Je veux dire, à moins qu'il ne s'arrête, troublé. Je vais vous laisser vous reposer.
tous les deux. À bientôt. Il commença à partir, puis se retourna. Emma, vous commencez lundi. Sécurité et conformité. Votre bureau est au 6e étage. Fini les chariots d'entretien ménager. Fini Blair. Il n'y aura plus que toi pour veiller à ce que cette entreprise n'oublie plus jamais de voir la vérité. Je serai là. Après son départ, May gloussa. Tante Emma, tu es toute rouge. Tais-toi. Il t'aime bien. Je le vois. Emma lissa les cheveux de May, incapable de s'arrêter de sourire. Peut-être, mais pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité, en bonne santé et heureuse, ajouta May. C'est important aussi. Emma embrassa le front de sa nièce. Oui, ma chérie, c'est important aussi. Ce moment réconfortant, cette joie tranquille après tant de peur, semblait être le début de quelque chose qu'Emma n'avait jamais osé imaginer possible. Une vie où elle ne se contentait pas de survivre.